Dans notre société, certains livres sont jetés avant même d'avoir été lus. Est-ce que c'est absurde ou est-ce que c'est normal? Chaque année, de par le monde, des millions de livres neufs sont détruits. Et le plus étonnant, c'est que c'est pas une erreur du système, c'est le système lui-même qui veut ça. Alors là, si vous êtes amoureux des livres, vous devez être en train de vous arracher les cheveux. Moi, la première. Pour moi, le livre, c'est un objet culturel, c'est un objet important, un objet d'apprentissage, un objet d'évasion, de réflexion. Et imaginez que certains d'entre eux finissent broyés, détruits, sans avoir jamais été ouverts, cela me semble complètement incongru. Cependant, les chiffres sont là. En France, en 2023, il y a eu 260 millions de livres mis sur le marché pour seulement 37 000 nouveautés. Et parmi ces livres, un bon nombre d'entre eux sont partis au pilon. Mettons-nous bien d'accord, ce sont bien de livres neufs dont je parle, qui n'ont jamais été ouverts par des lecteurs et en tout cas jamais achetés. Je me rappelle, chez mes parents, il y avait une bibliothèque magnifique que mon père avait construite et dans laquelle il y avait de superbes livres reliés cuir. Cette bibliothèque-là, je n'avais pas le droit d'y toucher. Ah, je la regardais, hein. Il y avait tous les classiques dedans, de Jules Verne à Maupassant, en passant par Zola, Balzac et le reste. Et pourtant, c'était interdit de toucher à ces livres-là parce que c'était des beaux livres qui coûtaient cher, donc ils n'étaient pas faits pour être lus. J'ai fini bien évidemment par mettre le nez dedans, vous imaginez bien, mais j'étais déjà plutôt grande, une grande adolescente quand j'ai eu le droit d'ouvrir ces livres. A contrario, chez moi aussi, il y a une belle bibliothèque fabriquée par Monsieur Ikea et qui contient plein de livres, tous très différents. Ces livres, ils ont été lus, bon, rarement relus parce que ce n'est pas un de mes trucs de relire des livres, c'est assez rare que je le fasse, mais ils ont souvent été manipulés, abîmés, annotés, avec des post-it dedans, ils ont été manipulés, ils ont vécu. Et pour moi, tous ces livres sont tout aussi précieux, voire même plus précieux que ceux qui étaient dans la bibliothèque de mes parents, parce qu'ils m'ont emmené ailleurs, ils m'ont permis de découvrir d'autres choses, d'autres mondes, ils ont nourri ma réflexion et mes apprentissages. Cependant, en tant qu'auteur, je reconnais que le livre est aussi un produit. C'est un produit que je vends. D'ailleurs, vous avez mon petit dernier qui est juste là. Comme tout produit destiné à la vente, il y a forcément des pertes, il y a forcément un peu de gâchis. Dire que le livre est un produit, parler d'objet livre, ce n'est pas non plus dévaloriser le livre. C'est simplement reconnaître qu'il existe dans une économie donnée. Et c'est justement cette double nature du livre, à la fois culturelle et économique, qui crée des tensions, qui crée les frictions dont on va parler aujourd'hui. Parce que quelque part, le pilon, eh bien, est-ce que ça serait pas un peu mettre du rêve à la poubelle ? Alors, qu'est-ce que c'est que le pilon? La mise au pilon, c'est tout simplement la destruction des livres qui n'ont pas été vendus. Alors, c'est une définition un petit peu simpliste, je vous l'accorde, on va préciser ça un petit peu. Tout d'abord, dans l'économie du livre, les libraires ont une place un petit peu à part, parce que c'est l'un des rares métiers où on peut renvoyer les invendus. En effet, les libraires, quand ils ont des invendus, quand ils ont des livres qui ne se vendent pas, ils ont la possibilité de les renvoyer à l'éditeur et de se faire rembourser. C'est ce qu'on appelle le flux retour. Et aujourd'hui en France, il y a à peu près 37 000 tonnes de livres qui sont concernés chaque année par ce flux retour, ce qui représente à peu près 1/5 du flux aller. 1/5 du poids des livres, on pourrait presque dire 1/5 des livres, va donc finir au pilon. Si vous vous rappelez du nombre de millions de livres qui sont produits chaque année, ça fait quand même beaucoup. Alors, on va de nouveau modérer un petit peu, tous ne finissent pas non plus au pilon. Parce que les éditeurs, quand ils récupèrent les livres que les libraires leur renvoient, ils ont la possibilité de les réintégrer à leur stock. Seulement le problème, c'est que certains livres sont dans un tel état en retour libraire qu'ils ne sont plus du tout vendables. Oui, vous rêvez pas, ça c'est bien un retour libraire qu'a eu un auteur indépendant qui faisait de la distribution de livres comme une grande maison d'édition. Incroyable, non ? Donc il est évident que quand le livre arrive à ce point de dégradation, on ne peut plus le vendre et il finit forcément au pilon. Et en réalité, le pilon concerne à peu près 25 000 tonnes de livres par an. Je vous mettrai bien évidemment dans la description tous les liens qui m'ont permis de trouver ces chiffres. Alors on peut se demander quand même à quel moment un objet culturel devient un déchet industriel. Petite précision importante, de nouveau, le livre n'est pas simplement jeté. On nous annonce dans la filière du livre que 100% des livres qui vont au pilon sont recyclés. Ce qui est plutôt chouette et ce qui est plutôt une bonne nouvelle pour la planète. Sauf que quand on met un livre au pilon, en fait, cela consomme énormément d'eau parce que le papier doit être complètement dissous dans l'eau, ce qui sépare l'encre des fibres, et les fibres après sont retravaillées pour refaire des feuilles de papier. Oui, sauf que l'eau qui est utilisée pose problème aussi, on va voir ça un peu plus loin dans la vidéo. En attendant, ce qu'il faut retenir, c'est que la mise au pilon, c'est la destruction d'un objet qui a demandé du papier, de l'encre, du transport, du stockage, et donc il y a déjà un impact carbone conséquent. Et puis avant tout, un livre mis au pilon, c'est un livre donc qui n'a pas trouvé son lecteur. Alors bien évidemment, il serait facile de se dire, en fait les livres qui sont mis au pilon, ils sont mis au pilon parce qu'ils sont mauvais, les textes sont mauvais, les lecteurs ne l'achètent pas. Oui, c'est une possibilité, mais le problème vient souvent d'ailleurs. La vraie question à se poser, c'est est-ce qu'on publie trop de livres mauvais ou est-ce qu'on publie trop de livres tout court?
Parce que le marché du livre, il n'est pas en crise, il est carrément saturé. Et voici quelques chiffres pour en parler. En 1994, il y a eu à peu près 44 000 dépôts à la BNF. La BNF, c'est la Bibliothèque nationale française. À chaque fois que l'on écrit un livre et qu'on veut le vendre, il y a un exemplaire de ce livre qui part à la BNF. Là-bas, il est enregistré, il est scanné, il retrouve les autres livres dans des immenses archives. Bref, la BNF, c'est un peu la mémoire de tout ce qui a été écrit. Le problème, c'est qu'en 2024, on est passé à 85 000 dépôts de livres à la BNF, soit presque le double. Alors attention, dire que le marché du livre est saturé, c'est pas forcément une mauvaise nouvelle non plus. Ça veut dire qu'il y a une véritable richesse éditoriale, ça veut dire qu'on peut trouver plein de titres sur plein de sujets différents, ce qui est plutôt chouette. Le problème, c'est que cette abondance de livres, ça a une conséquence directe, c'est que tous les titres sont mis en concurrence les uns avec les autres, et je ne parle même pas de la mise en concurrence entre maisons d'édition et auto-édition, qui est encore un autre sujet. Aujourd'hui, les maisons d'édition sont déjà en concurrence avec elles-mêmes. En 1997, il y a eu un peu plus de 34 000 nouveautés qui sont sorties sur l'année en France. Tout éditeur confondu. En 2024, selon culture.gouv.fr, il y a eu 65 000 nouveautés. On a doublé la production de livres en environ 25 ans. Or, le problème, c'est que je crois que la population de lecteurs, elle, n'a pas doublé, et le temps que l'on peut consacrer à la lecture n'a pas vraiment doublé non plus. On peut partir du postulat, tout de même, qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les lecteurs qui manquent. Alors oui, je sais, dans l'imaginaire collectif, il y a énormément de personnes qui se disent oui, les gens ne lisent plus, les jeunes ne lisent plus, il y a moins de lecteurs qu'avant. Franchement, pour côtoyer des gens sur les conventions, sur les salons du livre, sur les marchés, je ne pense pas qu'il y ait moins de lecteurs qu'avant. Je pense par contre que les gens lisent un petit peu différemment et d'autres choses, mais que le livre a encore de belles années devant lui. Le vrai problème, c'est que même les gros lecteurs, ceux qui vont manger peut-être plus d'un livre par semaine, ne peuvent pas suivre le rythme des parutions en France. Moi-même, j'ai une wishlist de livres avec des suites, avec des tomes 2, des tomes 3 que j'attends impatiemment. Et quand je consulte cette wishlist, je me rends compte que ces livres sont déjà sortis, que je ne les ai pas achetés, tout simplement parce que ma bibliothèque est encore pleine de livres que j'ai à lire. Et pourtant, je vous assure qu'il y a des titres que j'attends avec impatience, comme Mauvais Augure, dont je vous ai déjà parlé. Donc imaginez votre prochain coup de cœur de livre, et bien si ça se trouve, il est déjà sorti, et vous ne croiserez jamais sa route. Donc, vous le comprenez, la plupart des livres ne sont pas ignorés et ne vont pas au pilon parce qu'ils sont mauvais. La plupart des livres vont au pilon parce que les lecteurs ne les ont pas choisis, parce qu'il y a trop de livres, il y a une quantité telle sur le marché qu'à un moment donné, il faut faire un choix, et certains titres qui sont certainement excellents passent complètement sous les radars. Moi, je vous propose d'aller faire un petit tour sur un site qui s'appelle Booknode, qui recense tous les mois les sorties de livres, et vous allez voir, c'est assez édifiant. Plus simple, rendez-vous chez votre libraire et regardez s'il a toutes ces nouveautés sur ses tables. Je vous parie que non. Ça aussi, c'est un point clé, la librairie. Les libraires, ils font un travail énorme avec les livres. Ce sont eux qui sont censés connaître les titres qu'ils reçoivent, les avoir lus, pouvoir en discuter avec vous, vous les conseiller, mais comment voulez-vous qu'ils suivent eux-mêmes? Sans compter qu'ils ont une contrainte énorme qui est celle de l'espace. Ok, la production de livres a doublé, mais est-ce que l'espace de votre libraire a doublé en 25 ans? Est-ce qu'il a racheté la boutique d'à côté pour s'étendre? C'est bon d'être sûr. Ça veut dire qu'un livre reste seulement quelques semaines dans les rayonnages de votre librairie avant de repartir. Parce qu'il y a un roulement qui est fait, qui est absolument conséquent. Dans ces conditions, il est évident que des livres ne trouvent pas leur lecteur. Et ça, c'est pas une mauvaise volonté des libraires. Eux, ils font ce qu'ils peuvent avec l'espace qu'ils ont et la contrainte de temps qu'ils ont pour lire. Sans parler du fait que vous ne le savez peut-être pas, mais les libraires ne sont pas forcément maîtres du catalogue qu'ils proposent dans leur librairie. Certains ont passé des contrats avec des maisons d'édition qui en fait leur imposent certains titres parce qu'ils savent que ce titre doit être vendu ou va être vendu, ils comptent en faire un best-seller et donc ils imposent aux libraires de prendre ce titre dans leur magasin. On voit donc ici une relation avec la maison d'édition et je pense qu'il faut un petit peu explorer cette relation pour comprendre pourquoi la maison d'édition fait à un moment le choix de mettre au pilon massivement des livres. Alors certes, toutes les maisons d'édition ne fonctionnent pas sur le même modèle. Mais on va prendre un modèle assez généraliste pour que je puisse vous expliquer pourquoi certains livres sont imprimés pour partir au pilon. Globalement, la logique des éditeurs, c'est que y a besoin de faire de l'argent. La maison d'édition, c'est une entreprise, elle a donc besoin de gagner de l'argent, c'est factuel. Pour gagner de l'argent, la maison d'édition peut s'appuyer sur plusieurs choses et va devoir établir des stratégies pour réussir à vendre ses livres mieux que ses concurrents, ses autres maisons d'édition. Alors, sur quoi s'appuie une maison d'édition pour vendre ses livres? La première chose, elle va s'appuyer sur ses auteurs maison, ceux qui sont déjà
en train d'écrire pour elle et dont elle sait que les livres qui vont paraître vont forcément être des best-sellers parce que les lecteurs aiment l'auteur et que de toute façon, les livres vont se vendre. Eh bien, les maisons d'édition ont une stratégie pour appuyer leur rentabilité sur le livre best-seller qui va forcément être bien vendu parce que c'est tel auteur qui l'a écrit. La maison d'édition va donc pouvoir ainsi imprimer massivement des livres de cet auteur pour en vendre beaucoup, ramener pas mal d'argent dans ses caisses et à partir de là, éditer à plus petit tirage d'autres auteurs moins connus, des primo-auteurs, etc., qui eux vont forcément moins bien marcher, ne serait-ce que parce que déjà ils sont en concurrence directe avec le super auteur maison qui lui vend des dizaines de milliers de livres, mais que la maison d'édition doit quand même mettre un petit peu en avant parce qu'une maison d'édition ne peut pas publier qu'un seul auteur. Ça veut tout de même dire que même si le tirage est moindre pour ces autres auteurs, j'allais dire ces auteurs de second ou troisième rang, eh bien ces tirages-là, la maison d'édition est parfaitement consciente qu'une grande partie de ces livres ira certainement au pilon. Ça veut dire que les livres sont imprimés pour être jetés. Et il est évident que c'est une perte financière assez conséquente si certains d'entre eux vont au pilon. Et malheureusement, ça arrive. J'ai eu entre les mains, pas plus tard que l'année dernière, un très beau livre d'un éditeur. Je l'avais d'ailleurs acheté parce que la couverture me plaisait, parce que la 4e était prometteuse. Le texte était nullissime. Ce qui veut dire que ce livre-là, bon, moi, j'ai réussi à le refourguer sur Vinted et j'étais bien contente. Mais j'en vois partout dans les librairies. Ah bah oui, le livre est beau, donc on peut se dire qu'il va se vendre. Mais en fait, il commence à bien décoter et il va forcément finir au pilon pour une partie. Le souci, c'est que les maisons d'édition font face à un plafond de verre. Parce que si leur production de livres a doublé ces 2 dernières décennies, il n'en va pas de même avec leur chiffre d'affaires. Les chiffres comparatifs sont formels. En 2001, le cumul du chiffre d'affaires des maisons d'édition s'élevait aux alentours de 2300 millions d'euros. En 2024, il est à environ 2900 millions d'euros. Ça veut dire qu'il y a 600 millions d'euros d'écart, ce qui ne représente pas le fait d'avoir doublé la production de livres. Ça montre bien qu'il y a un plafond de verre. La production a doublé, le chiffre d'affaires, lui, n'a pas beaucoup augmenté. Les maisons d'édition sont dans le rouge. Leurs coûts sont trop élevés, leurs pertes sont importantes. Ça commence à devenir compliqué pour elles. Vous l'avez compris, certains livres ont une durée de vie extrêmement courte. Et c'est le système qui veut ça. Les libraires n'ont pas assez de place pour les stocker à long terme dans leur librairie. Les maisons d'édition sacrifient certains livres et certains tirages pour mettre en avant certains auteurs. Et puis, il y a la loi du marché. On produit, on teste, et si ça ne marche pas, on enlève. Et je ne vous parle pas du énième livre de yoga qui rejoint l'étagère dans la librairie aux côtés des dizaines qui lui ressemblent. Ça aussi, c'est une production qui n'est pas utile et qui forcément conduit à accumuler des déchets. Et qu'est-ce qui se passerait si en fait chaque exemplaire de livre qui était produit comptait vraiment et devait vraiment être vendu? Et bien ça, je peux vous en parler parce que c'est le principe qui est développé en auto-édition depuis plus de 15 ans. Je peux vous en parler parce que j'ai fait partie des pionnières de l'auto-édition dans les années 2010. Et pour moi, aujourd'hui, la gestion de mon stock dit qu'il n'y a pas de mise au pilon. Je vends mes livres jusqu'au dernier exemplaire. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques livres qui sont jetés. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas quelques invendus. Parce qu'il y a des livres qui sont détériorés. La tasse de café qui est renversée sur le stand, c'est du vécu, et qui abîme quelques livres. Des livres qui, à force d'être manipulés d'une caisse à l'autre, deviennent très abîmés et qui ne sont plus vraiment vendables. Cependant, les auteurs auto-édités, les auteurs indépendants, comme j'aime les appeler aujourd'hui parce qu'il y a une vraie différence pour moi entre auto-édition et auteur indépendant. Si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une vidéo là-dessus. Eh bien, ces auteurs indépendants, aujourd'hui, ont une autre relation avec le livre qu'une simple relation de profit. La différence entre un auteur indépendant et une maison d'édition, c'est la manière dont va être géré le stock et les invendus. Parce qu'en auto-édition, on va toujours chercher à revaloriser le livre. Oui, le livre est un petit peu abîmé, eh bien, on peut l'offrir, on peut le brader, on peut le solder. Certes, il y a la loi Lang qui nous contraint et qui encadre le prix du livre. Cependant, cette loi aussi dit qu'un livre qui a été imprimé depuis plus de 2 ans peut voir son prix se baisser drastiquement si besoin. Et tous les livres qui sont abîmés, eh bien, plutôt que de les mettre à la poubelle, il est évident qu'on applique ce principe-là aussi avec eux. Cela permet aux très petites maisons d'édition et aux auteurs indépendants de rentrer dans leurs frais, donc d'avoir une économie plus saine et de produire énormément moins de déchets. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que les maisons d'édition ne le font pas? Tout simplement parce que imaginez la quantité, imaginez les stocks qu'il faudrait pour pouvoir avoir ce genre de gestion. Dans leur système actuel, ça ne me semble pas possible.
La force aussi des auteurs indépendants, c'est que notre tirage de livres est beaucoup plus modeste. Alors, c'est un écueil quelque part parce qu'on n'arrive pas à avoir un prix du livre à l'unité en sortie d'impression qui est concurrentiel par rapport aux maisons d'édition, ce qui veut dire que très souvent, les auteurs indépendants sont obligés de vendre leurs livres un peu plus cher que ce qui leur a été vendu en maison d'édition, tout simplement parce que la marge à faire, elle reste identique, mais le prix de départ, le prix d'achat n'est pas le même, hein, c'est tout simplement ça. Mais par contre, avec nos tirages plus petits, on s'assure de vendre nos livres jusqu'au bout. Les auteurs indépendants, en général, commandent les livres par dizaines, par centaines, rarement par milliers. Il y a bien évidemment quelques exceptions. Il n'y a qu'à voir la dernière campagne Ulule de Evelina Simon qui a tout cartonné et qui, là pour le coup, va commander certainement beaucoup de livres, mais ça reste assez exceptionnel. Ce qui veut dire qu'au moment où les maisons d'édition vont mettre des livres au pilon, les auto-édités, eux, vont réimprimer des livres. Je vous fais un petit exemple. On va partir sur le fait qu'il faut vendre 2000 livres. La maison d'édition a imprimé 2000 livres, elle doit les vendre, et elle doit les vendre rapidement, puisque elle sait très bien que le libraire ne les gardera pas, qu'il va falloir en parler rapidement sur les réseaux pendant que la hype est là, et que ensuite elle va récupérer les invendus. Elle a un temps extrêmement court pour vendre ses livres, et potentiellement elle ne va pas réussir à tous les vendre, et elle va peut-être récupérer 500 invendus, dont une partie partira au pilon. Les auteurs indépendants, face à un engouement qui serait à peu près similaire, eux n'ont pas imprimé 2000 livres. Tout simplement parce que généralement, on n'a pas la trésorerie pour ça. Imprimer 2000 livres, c'est avoir plusieurs milliers d'euros devant soi pour le faire, c'est compliqué. Donc les auteurs indépendants ont imprimé 100, 200, 300, 500 livres. Et ils vont les vendre. Seulement eux, ils n'ont pas la contrainte du temps. Eux, ils n'ont pas la contrainte de l'espace librairie, déjà parce que c'est très difficile de se placer en librairie, et qu'en plus, quand on voit dans quel état reviennent les livres, ça fait un petit peu froid dans le dos. Donc les auteurs indépendants, ils vont vendre leurs livres eux-mêmes. Ils vont en parler sur les réseaux, ils vont avoir une boutique en ligne, et puis, ils vont, comme moi, aller dans les salons du livre, dans des conventions, pour en parler et rencontrer leurs lecteurs directement. Et ces quelques centaines de livres qu'ils ont fait imprimer, tout d'un coup, ils se rendent compte qu'ils sont tous écoulés, et en plus, qu'il y a de très bons avis, de très bons retours. Et l'auteur indépendant se rend peut-être même compte que quand il est sur un stand où il présente ses livres, ce livre-là, qu'il a fait imprimer au départ à 300, 400, 500 exemplaires, c'est un livre qui attire le client. Il attire l'œil. Le lecteur s'arrête, pose des questions dessus. Bref, c'est ce qu'on appelle une vache à lait. Il est évident qu'on ne se sépare pas de sa vache à lait. On va réimprimer. Et on va de nouveau imprimer quelques centaines de livres. Ce qui veut dire qu'au final, l'auteur indépendant aura lui aussi imprimé 2000 livres, qu'il aura complètement vendu jusqu'au dernier, parce qu'il n'a pas cette contrainte de temps de dire j'ai 1 mois et demi, 2 mois, 6 mois pour vendre ce livre, mais j'ai plusieurs années pour le faire. En auto-édition, le livre a le temps de vivre. Et c'est ça qui fait la différence avec une maison d'édition. Et c'est ce qui permet aussi de ne pas envoyer les livres au pilon. Alors évidemment, je ne peux pas vous parler du pilon sans vous parler de l'impact écologique de tout ça. On l'a vu tout à l'heure, les livres qui sont détruits sont en fait recyclés, ce qui veut dire qu'on arrive à séparer l'encre de la fibre, on remalaxe la fibre et on arrive à refabriquer du papier. Le souci, c'est qu'il faut beaucoup d'eau pour faire disparaître l'encre du papier. Il faut à peu près 500 litres d'eau pour 1 kg de papier fabriqué. Ce coût s'ajoute bien évidemment au coût de départ du livre, qui lui aussi a consommé du papier, de l'encre, du stockage, du transport, etc., comme je vous disais au départ. Donc finalement, recycler un livre a aussi une empreinte carbone conséquente. Parce que, évidemment, de nombreuses usines de recyclage de papier en France ont été fermées ces dernières années. Donc tout ça se passe à l'étranger. Et puis, les 500 litres d'eau, quand ils ont été pollués par l'encre, ils restent pollués très longtemps. Et ça, à traiter, ça a aussi un coût. Une première conclusion à tirer, elle est simple. C'est que plus on produit, et plus ça a un coût et un impact écologique sur la planète. Donc peut-être qu'en produisant moins de livres, on aurait moins de mise au pilon et donc un impact plus léger sur cet aspect-là. Alors est-ce qu'il existe tout de même quelques alternatives? Oui. Déjà, je vais vous parler d'Amazon. Alors je ne suis pas une pro Amazon, je ne suis pas fan du concept Amazon. Cependant, Amazon fait vivre beaucoup d'auteurs indépendants, donc on ne va pas cracher dans la soupe non plus. La force d'Amazon, c'est qu'aujourd'hui, elle est capable, avec les auteurs indépendants, de produire des livres à la demande. Et ça, c'est une vraie force. C'est-à-dire que quand vous commandez l'un de mes livres sur Amazon, en format papier, Amazon lance l'impression pour ce livre-là. Alors, il ne va pas en imprimer un. Généralement, ils vont en imprimer quelques-uns qu'ils mettent après en stock. Mais c'est un stock qui est minimaliste par rapport à une maison d'édition. Et c'est un stock
qui va finir par partir au fil du temps. Donc ça, c'est une gestion hyper intelligente de la production de livres. C'est une gestion qu'ont aussi adopté certaines maisons d'édition. Il existe des maisons d'édition, comme Beta Publisher, si je ne dis pas de bêtises, qui font du livre à la demande. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'avoir des impressions en toute petite quantité et vraiment de fournir le client presque à la demande. Et c'est peut-être ça qui est l'avenir, de dire, au lieu que ce soit imprimé massivement et distribué ensuite aux libraires, eh bien que ce soit les libraires qui, sur catalogue, disent « Ok, je t'en prends 3 comme ça, 2 comme ça », et que l'impression se fasse seulement à ce moment-là. Ça demande une réorganisation complète du marché du livre, ça demande une réorganisation complète du stockage, ça demande une réorganisation complète de l'impression, parce que là, pour le coup, les coûts d'impression vont augmenter et potentiellement les coûts du livre, mais ça pourrait être quand même très intéressant. Et pour finir, j'avais envie de vous raconter 2 petites histoires hyper touchantes. La première se passe en Italie. Silverio, il est coiffeur, il aime lire, et puis il tombe sur des cartons de livres abandonnés. Il n'a pas du tout envie de les laisser dans la rue comme ça, face aux éléments, à la pluie ou que sais-je. Il les ramasse et il a une idée. Il se dit, ces livres-là, je vais leur trouver de nouveaux lecteurs. Et donc, dans son salon de coiffure, il installe ces livres, il les propose à ses clients et les clients peuvent prendre un livre contre 1 euro. En faisant ça, ces dernières années, Silverio a récolté 25 000 euros dont il a fait don à des associations caritatives. Donc non seulement les livres ont trouvé une nouvelle vie, ont retrouvé des lecteurs, ils ne sont pas partis au pilon ou à la poubelle, mais en plus, l'argent qui a été collecté avec la vente de ces livres de seconde main a permis d'aider un petit peu et d'améliorer, peut-être on l'espère, la vie de certaines personnes dans le besoin. Et il n'y a pas besoin d'aller en Italie pour trouver des gens qui font ça. Il y a Bachir, place des Vosges à Paris, qui lui aussi récupère des livres, les remet en état et puis les propose à la vente aux personnes qui passent. C'est finalement de la vente d'occasion. Il faut savoir que la vente de livres d'occasion concerne 1 livre sur 5 en France. Et il raconte que ce qu'il aime, c'est entrer en contact avec les gens, essayer de voir quel livre leur irait le mieux, leur plairait le plus, et justement de ne plus avoir ces livres abandonnés comme ça à tout vent, et de pouvoir leur trouver finalement de nouvelles mains entre lesquelles ils seront lus enfin. Alors on imagine bien que ces petites initiatives ne vont pas changer tout le système du jour au lendemain, mais ce serait bien que ça nous fasse réfléchir aussi, nous lecteurs, en se disant qu'est-ce que je valorise comme achat ? Dans quoi je mets mon argent? Vous savez, dans un système économique, votre carte bleue a forcément un impact. Donc, dans quoi est-ce que vous allez mettre votre carte bleue? Est-ce que vous allez mettre votre carte bleue pour payer des livres qui sont imprimés massivement et qui peut-être finiront au pilon? Ou est-ce que vous allez valoriser une production moindre, plus saine, plus contrôlée, un stock qui ne va pas partir au pilon et donc favoriser cette production-là? Ça ne changera pas tout le système, mais ça montre quand même qu'une évolution est possible. Il y a un livre dont je ne vous ai pas parlé dans tout ça, c'est le livre numérique. Et les dernières études, en fait, prouvent que, oui, le livre numérique peut avoir un véritable impact positif au niveau, justement, des déchets industriels liés à l'économie du livre, mais seulement sur les personnes qui lisent plus de 50 livres par an. À partir de là, l'impact de la production de la liseuse est amorti, en fait, par le nombre de livres papier qui n'ont pas été vendus. Alors, c'est quoi la conclusion? La conclusion, c'est que tous les livres ne sont pas censés réussir. On ne produit pas à chaque fois un best-seller. Si quelqu'un a la recette d'ailleurs, merci de me la donner, ça serait cool. Donc oui, dans le marché du livre, il y a toujours des livres qui ne trouveront jamais leur public. Cependant, plus on en met sur le marché, et moins c'est évident qu'un livre trouve son public. Et j'ai envie de dire aujourd'hui finalement à la question, est-ce que c'est vraiment combien de livres on produit, ou bien combien de livres on laisse réellement exister? Si le sujet t'a plu, merci de t'abonner, de laisser un petit pouce bleu, de soutenir la chaîne d'une façon ou d'une autre, c'est vraiment cool. Moi, je suis intéressée de lire vos commentaires qui vont être là, juste en dessous. Comme d'habitude, je vous mets les liens, bien sûr. Et puis, si le sujet du livre t'intéresse, je te propose aussi d'aller jeter un petit coup d'œil à ma vidéo sur l'ISBN qui va t'expliquer ce que c'est que ce numéro, pourquoi il devient cher, et j'ai quelques hypothèses comme ça qui pourraient peut-être titiller ton cerveau. Je m'appelle Karine Carville, je suis auteure et formatrice en écriture, et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous, bye. Karine Carville, sorcière des mots.